cher public, d'être venus nombreux. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie quand même. Merci à vous et bienvenue donc à l'émission Parole de jeunes, l'émission qui donne la parole aux jeunes, mais pas seulement, puisque nous avons aussi avec nous des professionnels aujourd'hui, qui vont nous donner leurs avis et leurs éclairages. Nous avons également des jeunes, bien sûr. On peut applaudir les jeunes, les candidats. Puisque vous le savez, Parole de jeunes, ça donne la parole aux jeunes, mais ça pose aussi des questions, puisque c'est avant tout un jeu. Donc on va vous donner la parole. Je vais vous laisser vous présenter en disant votre âge, votre classe et votre prénom, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 12 ans et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une spéciale environnement. C'est pour ça que nous avons donc reçu des professionnels. Et donc nous allons leur donner la parole aussi. Alors, allez-y, je vous en prie, présentez-vous. Dites-nous un petit peu ce que vous faites dans la vie. Oui, bonjour, moi je suis Céline, donc je suis nutritionniste. Alors j'apprends aux gens à bien manger et à être en bonne santé. Voilà. Bonjour, moi c'est Virginie, je fais partie de l'association Traverse et à Traverse on fait du jardinage, donc du jardinage partagé, du jardinage pédagogique aussi avec les jeunes. Et puis on réhabilite les fameuses belles terrasses en jardinage d'Avalon. Bonjour, moi je m'appelle Soraya Bénard et je suis ingénieure forestier et je travaille particulièrement pour une marque qui s'appelle PEFC qui promeut la gestion durable des forêts. Bonjour à tous, donc Cyril Paquignon, moi je suis animateur nature ou éducateur à l'environnement, comme on veut c'est la même chose, au parc naturel régional du Morvan et donc moi mon métier c'est d'aller dans les écoles, d'intervenir auprès du public pour parler de toutes les problématiques environnementales ou même tout ce qui est environnement, pas forcément des problèmes, il n'y a pas toujours des problèmes malheureusement. Voilà. Ok, ben merci à tous. On peut les applaudir déjà. Merci beaucoup d'être venus à cette émission. Allez, on va commencer tout de suite. Première manche, le thème forêt et jardin. Vous êtes prêts, chers candidats? Oui. Eh ben, vous avez les petits panneaux devant vous et nous avons le public et notre assistante qui compte les points pour savoir qui va gagner, bien sûr. Première question. Quelle est la surface couverte par des forêts en France? Je vais vous donner les propositions, bien sûr. Alors, à votre avis, il y a 16 millions d'hectares de forêts en France, 9 millions d'hectares ou 3 millions d'hectares? Donc, réponse A, 16 millions, réponse B, 9 millions, ou réponse C, 3 millions. Il n'y a qu'une bonne réponse. Allez, on vote, on vote. Nous avons donc Camille qui nous dit 16 millions, les deux autres qui nous disent 9 millions, et la bonne réponse c'était 16 millions. Bravo Camille. On peut applaudir Camille, bravo. Allez-y, vous pouvez peut-être un petit peu, peut-être en pourcentage, ça nous fait combien ça alors de... Oui, alors la forêt en France métropolitaine, donc ce qu'on appelle la France métropolitaine, c'est notre fameux hexagone, qui compte effectivement 16 millions d'hectares, qui représente à peu près 30% du territoire. Donc en fait, à partir du moment où vous tournez la tête quelque part en France, vous voyez de la forêt. Ce qui veut dire derrière qu'il y a beaucoup d'emplois, peut-être qu'on abordera le sujet tout à l'heure. C'est le 3e pays européen en termes de surface forestière, après la Suède et la Finlande. Et contrairement à une idée reçue, la forêt ne régresse pas en France. Je milite contre ces idées reçues, parce qu'en France, le contexte est différent. Et la forêt a gagné énormément d'hectares, surtout depuis la fin du 19e. Donc dû à une bonne gestion de l'ONF, des prises agricoles, donc des terres agricoles qui ont été abandonnées, que la forêt a regagné naturellement, ça c'est important de le dire, des campagnes de reboisement artificiel, l'homme a artificialisé des espaces pour les assécher ou pour restaurer les montagnes. La forêt, elle maintient les versants des montagnes qui peuvent être dangereuses, et en mettant de la forêt dessus, on maintient la stabilité des sols. Donc voilà, il y a diverses raisons pour cet accroissement. D'accord, très bien. Merci Soraya. Question numéro 2, on reste dans la forêt. Couper des arbres, c'est détruire la forêt. Réponse A, oui. Ah, c'est pas un vrai ou faux, je t'ai bien eu, hein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ou réponse C, ça dépend. Alors, à votre avis, couper des arbres, c'est détruire la forêt? Oui, non, ou ça dépend. Allez, on vote. On peut montrer. C, C et B. Camille nous dit non, c'est pas forcément, mais elle a un petit peu raison, puisqu'effectivement, ça dépend. Et oui,
malheureusement pas gagné à tous les coups. Donc c'est bien la réponse C. En fait, derrière la phrase couper des arbres, il faut bien se dire que c'est pas le fait de couper un arbre qui va détruire la forêt, c'est de savoir combien on en coupe. À partir du moment où on coupe moins d'arbres que ce que la forêt est capable de produire, on ne détruit pas la forêt. On récolte ce qu'elle est capable de produire. Et quand on respecte ce régime de croissance et ce rythme de croissance, on ne détruit pas la forêt. Alors je ne dis pas qu'il y a nulle part ailleurs on détruit la forêt, hein. On ne détruit pas la forêt, mais en France, on a une réglementation très poussée, on a un système de certification sur lequel je travaille qui promeut une gestion durable des forêts, donc qui incite les gens à ne pas récolter plus que ce que la forêt est capable de produire. Ok, très bien. Question numéro 3. La forêt française appartient à tout le monde. On est tous propriétaires de la forêt. Vrai ou faux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller dans la forêt, comme au Saint-Douchamp, dans n'importe quelle forêt? Vrai ou faux? Par exemple, t'as qu'à mettre comme les autres. C'est le meilleur moyen d'avoir la bonne réponse. Effectivement, c'est une bonne réponse, c'est faux. Et oui, donc vous avez tous raison. En fait, la forêt, c'est comme une maison, c'est comme un bâtiment. Il appartient forcément à quelqu'un. C'est vrai que c'est un espace naturel, on a l'impression que c'est un espace de bien commun. Et en fait, d'un point de vue légal, en France, la forêt appartient forcément à quelqu'un. Alors si on partage la forêt comme on partagerait un gâteau, on ferait 4 parts. Il y en a 3 qui iraient pour les propriétaires privés, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, et un quart qui irait pour la forêt publique, donc celle qui appartient en théorie à tout le monde. Voilà. Les forêts domaniales, c'est ça? Les domaniales et communales. Et donc, on peut revenir sur le cas particulier d'Avallon. La commune d'Avallon a des bois communaux et qui sont notamment certifiés PEFC. Donc PEFC, oui, vous avez un petit peu parlé, le sigle PEFC, parce qu'on l'a déjà vu, moi je l'ai déjà vu sur certains produits, certains emballages. PEFC, vous avez déjà un petit peu peut-être expliqué. Alors l'acronyme, PEFC, c'est 4 lettres qui viennent de mots anglais. Si on le traduit littéralement, ça veut dire Programme de reconnaissance des certifications forestières. Donc, je ne vais pas rentrer en détails techniques, mais c'est un système qui existe partout dans le monde et qui incite les gens à bien gérer leur forêt, à récolter, comme je disais tout à l'heure, pas plus que ce que la forêt est capable de produire, à bien prendre soin des exploitations, et derrière d'assurer une traçabilité jusqu'à ce qu'on disait tout à l'heure, que vous retrouviez le logo sur vos cahiers, sur des outils, sur tout un tas de produits à base de bois. 4e question. J'ai le droit de me promener partout et quand je veux en forêt? Oui, non, ou ça dépend. Voilà, la technique de mettre comme les autres à la fin, c'est parfait. Là oui, non, il ne voit pas forcément. C'est une bonne réponse de tout le monde, on peut les applaudir, bravo. Effectivement, ça dépend. Oui, alors finalement, c'est un jeu collectif. Hein. Ouais, donc en fait, si on fait pareil à ce qu'on vient de dire, on est dans 3 quarts des situations chez quelqu'un, et forcément, on ne se promène pas chez quelqu'un sans autorisation et n'importe quand. Cela dit, la forêt, c'est ouvert, on n'a pas des grillages partout, des portails partout, et d'un côté, heureusement, et ça, c'est possible en France parce que les propriétaires tolèrent qu'on rentre chez eux, tolèrent qu'on puisse se promener, à condition que vous-même, quand vous vous promenez, vous soyez respectueux, ça c'est la base. Et puis, la forêt, elle se partage, il y a d'autres activités, vous pouvez y aller pour vous promener, pour vous reposer, pour faire du sport, et certains pour la chasse, sauf que la chasse est dangereux, et pour éviter tous les accidents, et ben, quand il y a des chasseurs, on ne va pas en forêt. Question suivante. Quelle construction résiste le plus au feu? Donc la construction, c'est-à-dire une maison. À votre avis, qu'est-ce qui va brûler plus vite? Une maison en bois, une maison en métal. C'est pas plutôt qu'est-ce qui va brûler, c'est qu'est-ce qui résiste le plus. Donc le bois, le métal ou la paille. Qu'est-ce qui va brûler le moins vite à votre avis? Le bois, le métal ou la paille? Le métal, c'est évidemment une mauvaise réponse. Donc là, on peut faire ou si on veut. Non, je plaisante. On aurait tous mis pareil, c'était la question piège. Tout le monde serait tombé dans le panneau. Ouais, c'est un peu une question piège.
nous, on essaie de militer aussi contre le... Malheureusement, on est dans un lieu un peu scolaire, mais contre la légende des 3 petits cochons, la maison qui s'envole, la maison qui brûle et la maison en pierre qui résiste en briques. Et en fait, il y a des études qui prouvent que quand on a une structure en bois, donc pas forcément les murs, pas forcément la décoration, tout ça, mais la structure qui tient le bâtiment, quand c'est en bois, et bien malgré le feu, la structure reste plus longtemps debout. La structure en bois, elle va se consumer doucement, elle va brûler. C'est pas ça, c'est pas la question. Elle va brûler mais doucement. Et ce qui fait que ça va permettre au bâtiment de se maintenir. Alors qu'une structure métallique, il a été prouvé que la température monte beaucoup plus vite et le métal fond. Et quand le métal fond, il ne peut pas tenir le bâtiment debout. Donc il s'effondre. Et il s'effondre sans prévenir. Et c'est ça qui est très dangereux pour les interventions de pompiers. Alors que le bois, avant de céder, il va craquer, il va donner des signes. Et ça permet aussi aux pompiers d'estimer le temps qu'il leur reste pour intervenir et aller sauver les gens. D'accord. Donc, un petit conseil, habitez tous en chalet. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette façon où on dit t'as une cheminée dans ton chalet, c'est pas prudent, etc. Si c'est fait, c'est forcément que c'est solide. La consommation de papier détruit-elle la forêt? Vous savez, ça on en entend beaucoup parler. Donc, à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? La consommation de papier, notamment son gaspillage, détruit-elle la forêt? Puisque vous n'êtes pas censé savoir que on fabrique le papier avec des... Génial. Alors, la réponse? Eh bien, c'est faux. Alors, je recontextualise à chaque fois, c'est un sujet assez sensible, donc on part bien de la France. En France, le produit qui sert à faire du papier, c'est du bois qu'on appelle du bois d'éclaircie. Donc, c'est des petits bois qu'on va couper, et oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est du bois qu'on va couper, jeune, parce qu'on estime que finalement cet arbre il n'est pas de très bonne qualité, ou alors il est déjà mort, ou il va mourir bientôt, et donc il n'y a pas grand intérêt à le garder, alors qu'à côté il peut y avoir des arbres qui sont plus vigoureux, qui sont plus résistants, et qui vont pouvoir pousser bien plus longtemps, et vivre plus longtemps, et faire de gros arbres. Et donc pour qu'ils aient de la place, pour qu'il y ait moins de concurrence pour la lumière, pour l'air, pour l'eau, on va en sortir quelques-uns. Et c'est avec ces petits arbres qu'on fait du papier. Voilà. Donc c'est pas réellement détruire la forêt, c'est pas mettre la forêt en danger, c'est peut-être même l'entretenir. D'accord. Après, à côté de ça, il faut quand même trier, recycler le papier quand même, c'est pas une raison que... Vous le faites un petit peu chez vous, recycler le papier, les feuilles de brouillon au collège? Ouais? Non, hein. Vous pouvez dire la vérité, on est entre nous. Hein. C'est vrai qu'au niveau du papier, le processus pour créer du papier, lui, il est quand même coûteux, quoi. C'est vrai qu'on utilise tout un tas de choses, hein, notamment des produits chimiques, etc. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention à sa consommation de papier. Question suivante. Le bois est-il un matériau écologique? Vrai ou faux? Alors, est-ce que c'était un piège ou pas? Sûrement. Eh bien non, c'était pas un piège. Voilà. Bravo. Ah oui, on a pas tombé dedans. C'est un piège qu'on a reçu, par exemple. Oui, alors, le matériau écologique qui répond à une certaine définition, ça veut dire qu'il est rapidement renouvelable. Ça veut dire que la nature est capable, en peu de temps, de pouvoir reproduire le même matériau, alors qu'il y a d'autres types de matériaux qu'on appelle par exemple des énergies fossiles, qui vont mettre un temps mais pharaonique pour pouvoir se reconstituer, ou malheureusement peut-être ne se reconstitueront jamais, alors que la matière bois issue des arbres, elle est capable de se renouveler sur une échelle de temps qui est plus humaine, hein, sur une génération on peut reconstituer une forêt. C'est recyclable, comme on vient de le dire pour le papier. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait, si on prend un tas de 10 feuilles en France de papier, il y en a 6 qui sont recyclées. Voilà. Donc ça, c'est une des propriétés du bois, c'est de pouvoir être retravaillé et réutilisé. Donc ça fait partie des critères du matériau écologique. Maintenant, combien de personnes travaillent en forêt en France? Sont dures les questions, Seb. Hein, je vais voir ça avec la dame, celle-là, c'est elle. 400, 4000 ou 440 000? Combien de personnes, à votre avis, travaillent dans le bois? 400, 4000 ou 440 000?
Allez-y, votez. 4000. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'était le maximum. Oui, on estime à au moins 440 000 personnes en France. C'est un peu comme la forêt. On n'imagine pas qu'il y ait autant de forêts en France. On n'imagine pas qu'il y ait autant de personnes qui travaillent en forêt en France. Moi, je dis souvent que c'est 440 000 passionnés qui travaillent autour de la forêt, qui travaillent à différents secteurs. Hein. Il n'y a pas que des bûcherons, il n'y a pas que des gens de ce côté. Il y a des gens qui travaillent à sa protection, des gens qui travaillent à sa mise en valeur, au travail du bois, comme on l'a vu. Il y a des gens qui construisent avec du bois. Voilà, la filière bois, elle est très vaste et elle ouvre à différents métiers. Qui sont ouverts, comme j'aime bien le dire, autant aux hommes qu'aux femmes. C'est vrai. Donc maintenant, peut-être que ça vous arrive d'aller vous promener dans la forêt? Oui, souvent. Oui, souvent. Alors peut-être que vous la regarderez dès maintenant de la mitraille. Faites attention de ne pas être chez le voisin, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans toutes les forêts. La vie. Allez, maintenant, on va passer un petit peu dans le jardin. Quels déchets la nature produit-elle? A. Les déchets plastiques. B. Les déchets plastiques et d'autres naturels, donc les deux. Ou C, la nature ne produit pas de déchets, elle recycle tout, et tous les déchets font des ressources. Donc des déchets plastiques et autres naturels, ou la nature ne produit pas de déchets, elle recycle tout, et tout déchet est en fait une ressource. Réponse C, ils ont répondu très vite. C'est une bonne réponse, je crois. Pardon. Oui, tout à fait. Oui, bah voilà, c'était... on sait que dans la nature, et c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut qu'on pense un petit peu notre société, c'est de se dire, quand on regarde la nature, elle ne produit aucun déchet, et tout ce qui peut être considéré par l'homme comme un déchet est en fait une ressource utilisée par un autre animal, par une autre plante. Et donc c'est intéressant de regarder la nature, pour se dire que nous aussi, aujourd'hui, nos déchets, on peut les imaginer comme des ressources et les réutiliser autrement. Merci beaucoup. Suivante. Dans notre jardin, comment peut-on aider à protéger la terre du froid ou de la sécheresse, c'est dur à dire, et favoriser la vie de la terre? Alors à votre avis, l'hiver peut-être que vous avez vu des fois les grands-parents, comment ils s'occupaient du jardin. Est-ce qu'on fait pour le protéger en la recouvrant de paille, de feuilles mortes ou de tonte de gazon, en s'assurant que nos plantations recouvrent bien le sol, ou en lui mettant un pull et un bonnet, ou une couverture, on fait ce qu'on peut. Là il y a un piège, j'espère que vous ne trouverez pas dedans. Donc à votre avis alors, réponse A, c'est la bonne réponse bien sûr, oui. La réponse A. Bravo. Donc c'est la bonne réponse. Je préciserai aussi que la réponse B est aussi une bonne réponse. Donc effectivement, ce qu'on connaît bien dans nos jardins, c'est ce qu'on appelle la technique du paillage ou du mulch, où on va venir apporter soit de la paille, soit donc les différents déchets qu'on peut avoir dans le jardin, qu'on va utiliser comme ressource pour protéger la terre, mais on peut aussi s'assurer d'avoir dans certains espaces des plantes qu'on appelle des plantes couvre-sol, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont des plantes qui vont rester pendant l'hiver ou qui seront présentes pendant l'été et qui, en recouvrant le sol, vont aussi le protéger des rayons directs du soleil ou d'une forte pluie. Voilà. À quoi servent les plantes aromatiques et médicinales? Je crois que vous avez un petit peu vu sur l'atelier tout à l'heure. Alors là, on verra si vous avez bien écouté. Donc ça sert à aromatiser les plats, à soigner les humains et les plantes, à repousser certains insectes ou champignons, et vous n'avez pas de réponse D, mais moi j'en ai une. À recouvrir le sol pour le protéger. Alors, aromatiser les plats, soigner les humains et les plantes, repousser certains insectes ou champignons, ou à recouvrir le sol pour le protéger. Effectivement, là il y a plusieurs réponses. Je vous aide un petit peu, mais... Ah bah si c'est les trois, tu peux mettre les trois. Si c'est les deux, tu mets les deux. Voilà. Donc, ils ont tous presque raison, ils ont raison, mais surtout Sébastien. On peut applaudir Sébastien, bravo. C'était même les quatre. Tout à fait. Mais tu n'avais pas le dé, bien sûr. Donc oui, on a travaillé tout à l'heure ensemble vraiment sur l'aspect aromatique, gustatif, le parfum. On a vu aussi que c'était aussi un vrai soin pour les humains et pour les plantes, qu'on peut les utiliser pour attirer certains insectes et en repousser d'autres. Et puis, on parlait du couvre-sol tout à l'heure, la menthe, c'est un super bon exemple de
pour pouvoir protéger son sol et puis pour pouvoir aussi, si on a envie de ne pas passer trop de temps à enlever certaines mauvaises herbes qu'on n'a pas envie d'avoir au jardin, si vous mettez de la menthe, vous pouvez vraiment la laisser courir et c'est elle qui prendra le pas. Ça vous permettra aussi de la récolter et puis ça apportera plein d'abeilles et d'autres insectes bénéfiques. Voilà, c'était la fin de cette première manche. Vous aurez des petits cadeaux juste après, mes chers candidats. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et tout de suite, place à la deuxième équipe. Nous c'est Planète Ado, on est là pour faire le show. Allez, on accueille les nouveaux candidats, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc on va vous demander une petite présentation. Bonjour Mandy, comment tu t'appelles? Ah, alors, quel âge tu as, quelle classe, etc. 14 ans. Ah, là pour dire, parce que déjà elle casse le matériel. 14 ans, 3e. D'accord. Anthony? Je m'appelle Anthony, je m'appelle Anthony, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Ok. Bah, je m'appelle Déa, j'en ai 9 et puis je suis en 6e. Ok. Bon, ça va les jeunes? Oh bah ouais. Ok. Ouais. Alors là, on va passer au thème pollution. On en parlait, on a un petit décor de grande ville derrière. Exactement, c'est raccord. Voilà, c'est super. Ok. Allez, question numéro 1. Qu'est-ce que l'effet de serre? L'effet de serre. A, c'est faire pousser des légumes à l'abri. B, c'est un phénomène naturel qui permet à la terre de retenir la chaleur. Ou C, c'est la pollution due au pot d'échappement des voitures. Donc à votre avis, l'effet de serre, c'est faire pousser des légumes à l'abri, un phénomène naturel qui permet à la terre de retenir la chaleur, ou la pollution due au pot d'échappement des voitures. Et je les ai bien eus. C'est pas ça. Effectivement, bah, ça tombe bien que vous soyez trompés, ça permet d'avoir une information. Parce que souvent, on pense gaz à effet de serre, etc. Exactement. Alors, il faut savoir que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet de conserver une température stable à la surface de la planète. D'accord. Donc, la moyenne sur la planète, c'est 15 degrés. Okay. Il faut savoir que si on n'avait pas cet effet de serre, on serait à moins 18 degrés sur la planète. Donc, en fait, c'est très important pour nous, cet effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? C'est en fait une partie de l'énergie du Soleil qui est retenue par l'atmosphère en fait, sur notre planète. Et il y a une partie de cette énergie qui repart dans l'espace. En fait. Ce qui va se passer avec en effet les activités de l'homme, c'est que cet effet de serre il va être accentué. Alors, comment il va être accentué cet effet de serre? Les voitures, les activités même de façon générale, tout ce qui produit en fait des gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, le méthane, on en parlait avec ceux qui ont participé aux ateliers, tout ça, tous ces gaz-là, vont en fait former une couche, d'accord, qui va se fixer dans l'atmosphère. Et cette couche-là, je vous parlais d'une partie de l'énergie du Soleil qui repart dans l'espace. Eh bien malheureusement, cette énergie qui doit repartir dans l'espace ne repart pas dans l'espace et reste en fait sur la Terre. Donc en fait, réchauffe notre planète. En fait, ce sont ces gaz qui créent cette couche-là. Donc voilà, en fait, l'effet de serre, on en a besoin, mais l'effet est largement accentué par les activités humaines. Donc, effectivement, c'est très important, c'est cette couche protectrice, il faut la protéger justement, et malheureusement, c'est plus le cas. Juste une petite question, comme ça, à votre avis, depuis quelques années, à votre avis, l'effet de serre, elle est plus importante due aux activités de l'homme ou moins importante, à votre avis? Plus? Moins? C'est bien, t'as tenté le coup. Ben non, effectivement, c'est plus parce qu'il y a plus de voitures, plus de gens, plus d'usines, plus de... C'est ça, exactement, en fait, on se développe de plus en plus. Bon, alors c'est vrai qu'on tend à essayer de trouver des énergies renouvelables, on tend à essayer de réduire cet effet de serre, mais bon, c'est pas encore le cas pour tous les pays, notamment les pays en voie qui sont en plein développement en fait. Ils sont nombreux, ces pays, à être en plein développement, donc eux, ils profitent de tout ce dont on a profité nous aussi toutes ces années, c'est-à-dire voilà, le développement des usines, etc., le fonctionnement au charbon, tout un tas de choses comme ça. Donc en fait, on est encore en train d'accentuer, on continue à accentuer cet effet de serre. Quel type de gaz rejette majoritairement les véhicules polluants? Alors ça, c'est de la chimie. Vous en faites un petit peu physique-chimie au collège? Non. Non, pas fait quoi, toi? Tu es dans quel collège, toi? Donc, les types de gaz qui sont rejetés par les voitures polluantes sont le CO2, qu'on appelle du dioxyde de carbone, l'O2, qu'on appelle du dioxygène, ou le CH4, qui est du... Charbon. Non, méthane. Dommage. Alors, à votre avis, CO2, O2
ou CH4? Il peut avoir plusieurs réponses. Ah non, là non. Si tu mets vrai, Mandy, ça va pas le faire. Hein. Effectivement, c'était la réponse A. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est le CO2, hein, tout simplement, qui est mis plus par les véhicules. Après, il faut savoir aussi que le méthane, qui est notamment émis par les vaches, hein, à travers tout ce qui est rejet suite à la digestion. L'épée, il faut le dire. Voilà, l'épée, on va le dire, en effet. Contribue en fait à polluer aussi à cet effet de serre en fait à hauteur de 17% contre 53% pour le dioxyde de carbone. Donc oui, en effet, hein, 17% c'est pas rien hein, de l'effet de serre. Quelle est la conséquence principale de l'effet de serre sur la surface de la Terre? Donc à votre avis, à cause de cette couche dont on a parlé tout à l'heure, les températures baissent, c'est-à-dire qu'il fait plus froid sur la planète, les températures augmentent, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud, ou ça fait rien de spécial sur la température. Alors, à votre avis? Non, qu'une réponse. Bah, si tu mets, il fait plus froid et plus chaud, mais rien de spécial, là. Il fait plus chaud, les températures augmentent. Effectivement, c'est le cas, on en entend beaucoup parler, hein, le réchauffement climatique. Voilà. C'est ça, la température augmente, donc après ça engendre tout un tas. C'est pas simplement la température qui est gênante, c'est surtout ce que ça entraîne, c'est-à-dire la fonte des glaciers, donc l'augmentation du niveau de la mer, les espèces invasives, les espèces envahissantes, des espèces qui viennent d'ailleurs, qui posent problème sur différents écosystèmes. Enfin voilà, une quantité d'autres choses. Voilà. C'est des réactions en chaîne en fait. C'est ça, exactement. Des catastrophes en chaîne. Alors, qu'est-ce qui pollue le plus à votre avis? T'inquiète pas, j'ai pas fait les propositions encore. Faire 1 km en voiture, faire 1000 recherches sur Google, ou avoir une vache? Elle est bizarre la question. Hein. Ouais, je sais, c'est normal. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pollue le plus? Une voiture, 1 km en voiture, l'ordinateur, l'Internet, ou la vache? À votre avis? Donc effectivement, c'était un piège aussi, hein, une question tordue exprès, voilà. Donc effectivement, c'est pas la vache en elle-même, c'est quand elle pète. Ça peut faire rire, mais ouais, c'est vrai. Voilà, parce que ça dégage du métal, on l'a dit tout à l'heure. Allez, maintenant une petite question géographie. Quel est le pays le plus pollué du monde? Réponse A, l'Arabie Saoudite. Réponse B, le Mexique. Ou réponse C, la Chine. Arabie Saoudite, Mexique ou Chine? Eh ben tu sais pas. Mais okay. Regarde ce qu'ils ont mis. Fais comme la première. La Chine. Quel est, parce que là je vais aussi essayer de décaler un peu. Quel est le pays le plus pollué du monde? Arabie Saoudite, Mexique ou Chine? Chine? Eh bien c'est l'Arabie Saoudite. Et il y a même plusieurs pays, la Chine vient bien après, même si effectivement la Chine bien sûr est très polluée. Alors j'ai cru voir que si on respirait en Chine, c'était l'équivalent de 40 cigarettes d'un coup, je crois. C'est un truc. Donc c'est très pollué, mais il y a pire. Et il y a notamment tous les pays comme le Pakistan, l'Inde, l'Iran. Tous les pays un petit peu du Moyen-Orient sont encore plus pollués que la Chine. C'est vrai qu'à un moment donné, on parlait que c'était Mexico, par exemple, la ville la plus polluée du monde, parce que justement, des voitures, etc., beaucoup de trafic, etc. Mais voilà, depuis quelques années, maintenant, ce serait le Moyen-Orient. Alors maintenant, on va faire un petit peu une autre question. Quels sont les pays les plus pollueurs du monde en émissions de CO2? Donc c'est-à-dire, en gros, les usines, c'est ça, les pays qui produisent le plus, quoi. Ouais, c'est ça, la moitié de la pollution sur la planète, en fait. Voilà. La moitié de la pollution de la planète est due aux usines et aux choses comme ça, enfin aux productions. Donc à votre avis, quel est le pays qui pollue le plus au monde? La Russie, les États-Unis ou la Chine? C'est encore la Chine. Alors là, j'ai mis un petit piège parce qu'effectivement, c'est les 3 plus pollueurs. C'est les pays les 3 plus pollueurs. Mais il y en a un qui l'est encore plus que les autres. Donc on a les États-Unis et on a la Chine. Tu as raison de réinsister avec la Chine. C'était les États-Unis, par contre. Voilà. On peut applaudir Mandy qui a une bonne réponse. Et même de loin, donc par rapport, elle pollue 2 fois plus que la Chine, les États-Unis. Voilà. C'est incroyable. Question suivante. Qu'est-ce que ce symbole, que je vais vous montrer ici, qu'on peut trouver sur certains produits? Quel est ce symbole?
Ça veut dire que le produit est bio, que le produit est recyclable ou que le produit est fabriqué à partir de plantes. Alors, bio, recyclable ou à partir de plantes? Bonne réponse, bravo, bravo à tous les trois. Donc effectivement, ça c'est un symbole qui commence de se démocratiser, hein, on le voit effectivement de plus en plus. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est recyclable, c'est pas forcément quelque chose qui a été recyclé, mais qui pourra l'être, en fait. Voilà. Alors justement, recycler, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est de recycler? C'est A, faire le tri, B, sortir les poubelles, ou C, transformer un produit en un autre. Recycler, c'est quoi votre avis? Là, je te reconnais bien là, mon Dieu. La bonne réponse était la C, effectivement. Alors, ben, oui, c'est vrai que... Oui, non, mais d'un côté, c'est vrai que faire le tri, enfin, recycler, c'est faire le tri, pourquoi pas, oui, parce qu'effectivement, tu remontes un produit. C'était des petits pièges aussi. Sortir les poubelles, bon, Ouais, c'est ça plutôt c'est moins, mais... faire le tri qui permet de recycler. Voilà, c'est ça, voilà. Donc la bonne réponse, effectivement, c'était de transformer un produit en un autre. Voilà. C'était, vous savez, les bouteilles plastiques, quand vous les mettez dans le conteneur, de quelle couleur le conteneur plastique? Bleu. Jaune. Donc le jaune, ça fait vert. Et le vert, c'est le vert. Comme ça, c'est pratique pour se rappeler. Dans le truc vert, c'est le vert qu'on met. Donc effectivement, dans le jaune, les bouteilles plastiques, bah, ça sert à recréer des bouteilles plastiques, tout simplement. Et je crois que la chose qui se recycle le mieux, d'ailleurs, c'est les bouteilles en verre. C'est le truc qui est recyclable à l'infini. Ensuite, donc justement, on parlait de bouteilles en verre. Combien de temps met une bouteille en verre pour se décomposer dans la nature? Donc combien de temps met une bouteille en verre pour se décomposer dans la nature? Réponse A, 200 ans. Réponse B, 450 ans. Ou réponse C, 4000 ans. C'est de savoir qu'une bouteille en verre met 4000 ans pour se décomposer dans la nature. Enfin, biodégrader, même pour prendre le vrai terme. Alors, peut-être quelqu'un a une explication. Déjà, comment la nature peut supprimer un objet? Alors, savoir que dans tous les déchets qu'on peut trouver, c'est vrai que le verre, c'est vraiment pas top d'en trouver, on est d'accord. Ça reste pas le plus polluant, même s'il met énormément de temps à se dégrader. Bon, il y a des choses qui mettent beaucoup plus longtemps à se dégrader. Hein. Le verre met quand même un certain temps. En fait, le verre, à la base, c'est de la silice, donc c'est un minéral. Donc, malgré tout, malgré le temps, ça arrive quand même assez bien à retourner au sol, même si bien sûr, bah, on peut rajouter tout un tas de choses sur le verre, et dans le verre, dans sa composition. 4000 ans, c'est quand même énorme. C'est beaucoup plus rapide. Juste sur le processus de biodégradation, en fait, des fois, on a l'impression qu'un produit va disparaître de la nature parce qu'on va plus le voir, parce qu'il ne sera plus en tant que tel, mais il va prendre d'autres formes. Et parfois, ces autres formes sont encore plus dangereuses que la première. D'où l'intérêt de, peu importe le déchet qu'on peut produire, de bien se renseigner sur les voies de recyclage et de destruction. Allez, ça va bientôt être l'heure du goûter. Hein, on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc on va poser maintenant quelques questions sur le thème à table. D'accord? Alors, pour fabriquer 100 grammes de chocolat, il faut 1000 litres d'eau, 2400 litres ou 0 litre, parce que pour faire du chocolat, on n'a pas besoin d'eau. Alors, à votre avis, 1000 litres, 2400 ou 0? Mais pas comme les autres et tu vas peut-être gagner. Ah, dommage, c'était la B. Quel dommage. Eh oui, il faut quand même de l'eau, il faut beaucoup d'eau, donc 2400 litres pour fabriquer 100 grammes de chocolat. Le chocolat est très très à la mode, très vendu. Avant, dans le monde, on ne consommait pas de chocolat. Et là, les pays asiatiques sont très friands, ça va dans le monde entier. Et donc, les producteurs de chocolat l'ont bien compris. Et donc, ils font un peu comme d'autres plantations. Ils détruisent des arbres, ils replantent des cacaoyers et ça fait dépenser énormément d'eau. Et surtout les industriels qui ne prennent pas le chocolat tel quel, ils le transforment énormément. Il faut mieux se tourner vers les plaquettes de chocolat à commerce équitable ou avec commerce durable, parce que c'est des petits producteurs et ils sont beaucoup plus respectueux de l'écosystème. Et là, d'ici 2020, on espère justement que tout ce qui est chocolat soit certifié
pour qu'on ait moins de déforestation. D'accord. Voilà. Que fait-on avec du pain rassis? Donc du pain rassis, c'est-à-dire du pain dur. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec du pain dur? On le met à la poubelle, on en fait du pain perdu. Vous connaissez le pain perdu? C'est du pain qui n'est plus là, qui est perdu. Non, bien sûr, c'est une recette. Ou on le donne aux animaux. Alors, à votre avis, on le met à la poubelle, on en fait une recette, donc on va dire on le donne aux animaux. B, 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 C. Bravo DA. Moment de dit, tu as la moitié des points, c'est déjà bien. Bravo. C'est assez classique. Oui. Voilà. Surtout quand on voit le travail qui est fait en amont. Donc c'est sûr que jeter du pain, ça fait quand même mal au cœur parce que c'est du travail, c'est des dépenses énergétiques qui sont énormes. Parce que de la plantation du blé jusqu'à la fabrication du pain, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de problèmes à la planète. Ouais. DLC. Qu'est-ce que ça veut dire? Date limite de consommation? Ou c'est le nouveau groupe à la mode? Je donne des réponses faciles maintenant. Alors DLC, à votre avis, ça veut dire quoi? Date limite de consommation. Ça vous parle? Vrai ou faux? Effectivement, donc vous savez où on le trouve ça? La DLC. Où est-ce que c'est marqué? Où? Dans les magasins. Dans les magasins, oui, un petit peu, mais surtout. Sur les bidules, là. Mais il y a quelque chose de très important qu'on peut dire, notamment sur les yaourts, par exemple. Ah oui, les yaourts, par exemple, aujourd'hui on est le 13. Si le yaourt est 13, on ne va pas demain le jeter parce qu'il est du 13. Non, on peut encore le consommer, il n'y a pas de souci. Encore même une semaine, il n'y a pas de souci, on peut consommer tous les produits. Il faut juste faire attention qu'ils aient une bonne conservation, donc qu'on n'ait pas trop fait de rupture de chaîne du froid. Donc juste ça, faire attention. Mais sinon, les produits, c'est vrai que même dans certains pays, la date de consommation est beaucoup plus longue que chez nous en France. Et c'est valable sur, bien sûr, beaucoup de produits, pas que le yaourt. J'ai pris l'exemple des yaourts. Oui, oui. Le sec, le on gâteau. a date limite de consommation, donc c'est à consommer jusqu'au, donc ça c'est souvent les produits frais. Mais par contre, on a aussi date à consommer de préférence. Et là, c'est surtout sur des produits secs, donc comme les pâtes, le riz, les lentilles ou les gâteaux. Et là, on peut des fois même aller jusqu'à 1 an. On n'a aucun risque, sauf qu'on aura des problèmes de goût. Ça va altérer le goût, donc juste ça. Mais sinon, quand on est à consommer de préférence, on peut consommer même au-delà de la date. Bien au-delà. Okay. Alors maintenant, quels aliments sont les plus gâchés dans les foyers? Donc, dans les foyers, dans les maisons de tous les Français, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus gâché? Les fruits et les légumes, la viande ou les bonbons? Et ta réponse? Je ne vais pas tout vous dire non plus. Il y en a une déjà, vous vous doutez que ce n'est pas la bonne réponse, alors c'est je dis qu'il y en a deux. Les fruits et les légumes, la viande ou les bonbons? Donc toi, à ton avis, on jette tout à la poubelle. A et B, la viande. Et c'est Anthony qui a la bonne réponse. C'est les fruits et les légumes, effectivement, qui sont le plus gaspillés. Oui, mais t'as mis l'autre. Lui, il a vraiment la bonne réponse. Sinon, prochain coup, mettez les 3 comme ça au moins. Oui, c'est vrai que les fruits et les légumes, c'est le plus jeté. Pas que dans les foyers, hein, c'est un peu aussi à l'extérieur. Parce qu'on est habitué à manger des fruits et des légumes très beaux, très lisses, magnifiques. Et c'est vrai que dès que c'est un peu fané, taché, abîmé, on a tendance à jeter. Donc voilà pourquoi, quand on voit dans les corbeilles à fruits, s'il reste 2 ou 3 fruits, on jette. Pareil pour les légumes. S'il y a des taches, si c'est un peu cassé, abîmé, voilà, on jette. Alors ça a tendance à changer aussi, notamment dans les supermarchés, même si je crois que c'était un petit effet de mode, j'en vois moins. Mais ils appelaient ça les fruits et légumes moches. Voilà. Donc ça a changé. Mais par contre, dans la mentalité des gens, ça a du mal à changer. Parce que quand on paye quelque chose, on a tendance à dire qu'on doit avoir le meilleur. Donc même si on met des légumes moches, ça a quand même du mal à changer. Les gens aiment bien une tomate bien ronde, une pomme pas talée, voilà. Ça a du mal à changer. Bon, Attention, nous allons parler Nutella. Ah,
le Nutella. Réponse A, c'est pas bon pour la santé. Réponse B, c'est pas bon pour le régime. Ou réponse C, c'est pas bon pour la nature. Il y a plusieurs réponses. On peut en mettre plusieurs si on veut. A, B ou C. B et C. Ok, A, B, C. Bon, c'est un petit peu... Voilà. Là, c'était un petit peu une question juste pour qu'on parle un petit peu du Nutella. Alors peut-être, allez-y, je vous laisse. Bon, déjà, pour le régime, ça c'est sûr. On va pas en parler, oui. Pour le régime, c'est pas bon. Après, c'est comme tout, ça dépend de la quantité. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans tout ce qui n'est pas bon pour la santé, si on le consomme avec parcimonie, il n'y a pas de souci, on peut tout manger, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que si on va dans l'excès de plein de choses, c'est pas bon pour le régime. Et effectivement, le Nutella est très très gras, donc forcément, c'est pas bon. On ne peut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, qu'on nous le dit souvent. Et puis aussi, on parle beaucoup de l'huile de palme, donc qu'il y a à l'intérieur. Donc l'huile de palme, c'est des palmiers. Et oui, donc il y a une déforestation très importante pour planter des arbres, des palmiers. Et donc c'est ça aussi qui fait que c'est très grave pour l'écosystème. Mais l'huile de palme en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Pareil, si on n'en prend pas beaucoup, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Il n'y a pas de souci. Alors c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'il nous réunit un peu tous aujourd'hui. Moi, il y a deux petites remarques que j'aimerais faire. Donc, juste pour la culture générale, le palmier n'est pas un arbre. En fait, c'est une herbe. D'un point de vue biologique, d'un point de vue biologique, ça ne ressemble pas du tout à un arbre. Il n'a pas de bois, donc il a la structure d'une herbe. C'était pour la culture. Et sinon, c'est vrai qu'on a tendance à associer effectivement le palmier à l'huile à plein de désastres écologiques et sociaux, parce que il y a des gens qui sont dans des conditions de travail abominables à cause de cette surexploitation. Mais il faut se rappeler que c'est une plante naturelle et que, comme toutes les plantes naturelles, elles ont leur espace de vie qui leur est propre, et que si on les laissait à l'endroit où elles avaient besoin de vivre correctement, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est pas le palmier, c'est pas l'huile de palme, c'est l'exploitation qu'on en fait. C'est vrai qu'on déforeste pour planter des palmiers à l'huile, mais en fait, ce qu'on déforeste aussi, ce sont des forêts primaires, la plupart du temps. Des forêts qui sont très très vieilles, très très anciennes, qui contiennent une biodiversité impressionnante, donc énormément d'espèces animales, énormément d'espèces végétales, et tout ça, ça disparaît. Une forêt primaire, on ne retrouve pas une forêt primaire comme ça. Une forêt primaire, c'est une forêt qui est très très ancienne, qui a a priori jamais été touchée par l'homme. Donc voilà, ce sont des forêts qui sont perdues. Ok, très bien. C'était un bon petit sujet pour terminer. Donc on peut applaudir encore les candidats, notamment les élèves qui remportent la partie. Ok, voilà, c'est donc la fin de l'émission. Donc on va récompenser les jeunes qui ont participé. Merci d'accueillir mon assistante Laetitia. Merci Laetitia. Donc, qui va remettre donc à tous les jeunes un petit sac offert par le PETR, donc avec le Pass Santé Jeune. Le Pass Santé Jeune, donc allez-y les jeunes, vous pouvez y aller sur Internet. Ça parle un petit peu de la santé chez les jeunes, la sexualité, les questions que vous pourriez vous poser sur un peu tous les domaines. Voilà, donc le Pass Santé Jeune, un très bon site internet avec 17 thèmes, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis on a aussi un petit crayon que Soraya nous a ramené. Alors bien sûr, c'est un crayon en bois, PEFC bien sûr, hein, forcément, elle ne va pas nous en emmener d'une autre matière. On peut rappeler les autres candidats de la première manche. Hein. Allez, on peut les applaudir, bravo. C'est d'ailleurs Sébastien qui avait gagné la première manche. Bravo Sébastien. Voilà, merci à tous. Cette émission a été réalisée en collaboration avec donc Avalon Vision, le PETR, et merci donc à nos intervenants qui sont venus. Donc Cyril de la Maison du Parc du Morvan, Soraya donc de PEFC qui nous vient de Dijon, et puis alors vous votre boîte c'est voilà, nutritionniste, ça s'appelle. Merci beaucoup, et nous avions donc aussi votre collègue qui était donc de l'association Traverse les Jardins. Merci à tous et à l'année prochaine.